l'être et les mouvements. Nous voici ici réunis sous l'autorité de ton Église, représentée par l'Église catholique et l'Église protestante, en vue au Père de réfléchir ensemble sur l'avenir de notre pays, sur le processus électoral, de manière à contribuer objectivement et donner-nous la paix que le monde ne saura jamais nous donner. C'est en ton nom Jésus et sous ton autorité que nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Concerne les incidents. Et ce système devait fonctionner par les formulaires qui devaient être remis à nos observateurs pour la collecte des données sur le terrain. Et ces formulaires sont élaborés sur base de la loi, du cadre juridique, mais également des principes directeurs qui régissent les élections démocratiques, sur les lieux où doivent être installés les bureaux de vote et dépouillement. Et vous remarquerez qu'il y a 85% des bureaux de vote qui étaient installés à des endroits autorisés par la loi. Mais il s'est fait malheureusement que, à certains endroits, dans les lieux de culte, qui sont des lieux prohibés, on a retrouvé également les bureaux de vote et de dépouillement. En ce qui concerne l'impression de la carte d'ouverture au démarrage du DEV, quand nous avions formé nos observateurs, nous avons eu la présence des agents de la CENI qui nous expliquaient le fonctionnement du dispositif électronique de vote, parmi lesquels l'impression de la carte d'ouverture au démarrage. Et donc c'est cette carte qui donne accès au démarrage du dispositif électronique de vote pour commencer. Et vous comprendrez que 0 vote à l'ouverture nous donne déjà un nombre important de dispositifs qui contenaient déjà les votants avant l'ouverture du bureau de vote, qui est prévu par la loi à 6 heures. À 64%, on avait tous ces matériels. Mais il y a un pourcentage qui manque, beaucoup de matériel qui manquait à certains endroits. Et vous pouvez le voir dans ces tableaux. Il y a par exemple la liste des électeurs, que notre loi précise le vote a lieu de 6h à 17h. Et donc c'est à 6h que nous devons avoir le premier électeur qui vote. Sur l'aménagement de ces bureaux de vote et dépouillement, d'autant plus qu'il est requis qu'on puisse aménager les bureaux au moins 24 heures avant. Mais pour les questions de sécurité, on peut les faire le même jour, mais à condition que l'on puisse respecter l'heure du vote. Les procédures d'ouverture des votes, c'est un élément important. Et vous comprendrez qu'il y a une logique, d'autant plus qu'il y a des bureaux de vote qui ont ouvert après. Et ça fait qu'il y a des procédures qui n'ont pas été respectées, il y a des problèmes de dysfonctionnement des machines. L'encre indélébile répond à un principe directeur des élections démocratiques. Une seule personne, une seule voix. L'unicité du vote. À 90%, il y a une vérification de l'encre indélébile par les membres du bureau de vote. Et à presque 6,7%, il n'y a pas eu cette vérification. L'impression de la carte, la signature de PV par les membres du bureau de vote, la réclamation de contestation par les témoins. Je vais m'appesantir sur les réclamations et contestations. Il est demandé aux témoins, quand ils ont une réclamation ou contestation, qu'ils les signalent auprès des membres du bureau de vote qui vont les prendre en compte dans les PV. Et vous verrez qu'à 36,23%, les réclamations, pour la plupart des cas, ont eu lieu, mais à 18%, ça n'a pas été pris en compte par les membres des bureaux de vote et de dépouillement. À la clôture du bureau de vote, il y a l'impression de la carte de clôture. À 88%, plusieurs bureaux de vote ont imprimé cette carte de clôture. À 8,8%,
il y a des bureaux de vote qui n'ont pas imprimé cette carte de clôture. Parlant du dépouillement, déjà à l'ouverture des bureaux de vote, les membres du bureau de vote doivent montrer si l'urne était restée sans bulletin de vote. Donc, l'urne était vierge. Et à la clôture des bureaux de vote, quand on va commencer le dépouillement, on va vérifier si l'urne avait encore les scellés. Et à 94%, on a constaté que l'urne est restée scellée. Mais on ne peut pas négliger le fait qu'à 5,8%, l'urne n'est pas restée scellée. Et vous comprendrez que le numéro du scellé a changé selon la graphique que vous voyez là-bas. Et ceci a comme conséquence au niveau des résultats issus du dispositif électronique de vote ainsi que le dépouillement manuel. À 87%, il y avait conformité, mais à 6%, il n'y avait pas conformité. Et lorsque les témoins faisaient des réclamations, il y a des réclamations qui ont été prises en compte et d'autres non. Et le rapport, il est là. Il y a eu également l'interruption de l'opération du dépouillement, comme cela a été le cas pour l'opération du déroulement des votes. Et à 78%, on montre que le dépouillement a eu lieu normalement. Par contre, à 16%, il y a eu cette interruption et pour les raisons que nous allons évoquer tantôt. Pendant le dépouillement, il y a des parties prenantes qui sont présentes. Ça nous montre qu'il y a eu 41,82% de cette présence des membres du bureau de vote, des observateurs, des témoins. Mais à 36,%, il y a d'autres qui ont manqué, d'autres parties prenantes qui n'étaient pas là. On suppose qu'ils doivent être là pendant le déroulement de tout le processus. C'était à 66%. Mais à 15%, il y avait absence de témoins. Il y avait également le refus d'accès au bureau de vote pour qu'ils ne prennent pas part à ces opérations. Nous passons directement aux incidents. Quels sont les types d'incidents que la mission d'observation CNCO-ICC a collectés? Il y a 38% de dysfonctionnement du dispositif électronique de vote. Et à 13%, les bureaux de vote n'étaient pas ouverts. Les raisons, vous les aurez dans les documents qui seront à votre disposition. Il y a eu des cas de violence, il y a eu des cas d'arrestation. Et on a signalé aussi que nos observateurs étaient violentés. Il y en a qui étaient arrêtés même. Et parmi ces observateurs, il y avait des femmes. Il y a eu des cas d'achat de vote dans les bureaux de vote et dépouillement. On l'a constaté. Il y a des cas de bureaux de vote et dépouillement qui étaient saccagés, incendiés. Nous avons documenté cela. Et vous aurez dans un document annexe un certain nombre d'incidents qui reviennent sur ce que nous avons documenté. Voilà un peu de mots, les quelques faits que nous avons observés, mais vous aurez tous ces détails dans un document qui sera à votre disposition pour en prendre connaissance. Nous rappelons ici que la mission d'observation électorale ECC CNCO a travaillé d'abord dans l'appréciation du processus en tant que tel. Et jusque-là, ce n'est pas le rapport final, c'est pour préciser, c'est la déclaration préliminaire. À la lumière de tous ces éléments qui ont été présentés, je ne reviendrai plus sur les éléments relatifs au tableau graphique, c'est-à-dire quelques incidents.
Je voudrais commencer par le contexte. Le contexte dans lequel s'est déroulé les votes ou le scrutin du 20 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, la République démocratique du Congo a vécu sa 4e expérience électorale pour les élections du président de la République et des députés nationaux et provinciaux après l'accord global et inclusif signé à Sun City, en Afrique du Sud, et sa première expérience s'agissant des élections des conseillers municipaux dans les chefs-lieux des 25 provinces, ainsi que dans la ville de Kinshasa. Ici est de préciser également que c'est pour la toute première fois que les Congolais vivant à l'étranger, ce qu'on appelle la diaspora, ont participé à l'élection présidentielle au niveau de 5 pays pilotes. Nous citons l'Afrique du Sud, la France, les États-Unis, la Belgique et le Canada. Ce sont là les pays qui ont servi à cette première expérience que nous pouvons aussi classer dans les registres des innovations de la CENI. En dépit des différents cadres de concertation organisés par la CENI, ce processus électoral s'est déroulé dans un contexte de méfiance entre les différentes parties prenantes. Parmi les éléments ayant suscité cette crispation du climat politique, nous pouvons ici noter ou citer les changements au niveau de l'appareil institutionnel de l'État. J'entends ici la majorité parlementaire, comme vous le savez. Cela est intervenu en pleine législature, parce qu'on a commencé la législature avec une majorité parlementaire qui a été changée au milieu de la législature. Il y a le manque de consensus qui s'est observé lors de la désignation des animateurs de la CENI, ainsi que la question d'adoption de la loi électorale avait fait aussi, où elle a été sujette à plusieurs controverses, notamment au niveau de la société civile qui déjà avait produit un document appelé les référentiels qui devrait constituer la base sur laquelle la société civile espérait obtenir des réformes consensuelles. À cela va s'ajouter la mise en place tardive de l'équipe de la CENI, donc sa plénière ainsi que son bureau. Et dans le même registre, nous pouvons noter que toutes ces difficultés ont rendu par moments crispé l'environnement sociopolitique et même au niveau institutionnel, donc nous attendons au niveau du Parlement. Ce qui a eu comme conséquence les refus de certains acteurs ou d'une famille politique, en l'occurrence ici, les Front commun pour le Congo, donc les FCC en sigle, qui pour les raisons qui lui sont propres, avaient refusé de participer à l'actuel processus électoral. Notons par ailleurs que tous les candidats présidents, donc tous qui ont été validés, que ce soit au niveau de la CENI ou de la Cour constitutionnelle, n'ont pas signé ou n'avaient pas signé les codes de conduite leur proposés par la CENI. Donc nous sommes allés aux élections sans que les codes de conduite soient signés par les candidats. Sur le plan sécuritaire, la MOE a constaté que le décret portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral, lequel publié en 2005, n'a jamais été actualisé par les gouvernements congolais. Aucune information n'a été donnée au sujet du financement de la sécurisation du processus électoral. En outre, l'insécurité dans les territoires
des Massissi et des Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu et même du côté ouest, notamment à Kwamut, le territoire dans la province de Maïndombe, ont été privés, et donc les citoyens vivant dans cette partie du pays n'ont pas pu participer aux élections, ce qui révèle l'absence de mesures nécessaires de sécurité ou pour sécuriser le territoire national. Contrairement au scrutin de 2011 et 2018, les SMS, voire l'Internet, n'ont pas été coupés. C'est pourquoi nous félicitons à la fois le gouvernement qui en assure la régulation. Grâce à cela, la CENI a pu faire son travail tranquillement et même les parties prenantes, en l'occurrence notre MOE, pour remonter en temps réel les données électorales jusqu'au niveau de la centrale. Venons-en à l'analyse du cadre juridique. La CENI, conformément à l'article 211 de la Constitution, a organisé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs afin de se doter d'une liste des électeurs. Contrairement aux administrations électorales passées, ces opérations n'ont duré que 4 mois. Ça aussi est à inscrire dans les innovations. Selon la ligne 84 du calendrier électoral, la CENI avait planifié la production, les déploiements et l'affichage des listes électorales provisoires entre le 22 mai et le 18 septembre 2023. L'article 8 de la loi électorale, sur pied duquel est fixée la publication de la liste définitive des électeurs, nous renseigne que cette liste devait être publiée au plus tard 30 jours avant le début de la campagne électorale. Elle est rendue disponible sur le site internet de la CENI et affichée pour consultation 15 jours avant la date du scrutin au bureau de l'antenne. Cette liste, selon la loi, à cette disposition, reste affichée devant les bureaux de vote pendant le déroulement du scrutin. Par sa décision numéro 111/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste électorale provisoire des électeurs, la CENI, ce qui a été constaté, n'a pas respecté son propre calendrier. Jusqu'au jour du vote, la MOE CENPO-SCC n'a pas été au courant d'une quelconque décision de la CENI publiant la liste définitive des électeurs. En outre, l'affichage de cette liste au niveau des antennes et bureaux de vote, tel qu'annoncé par la CENI, n'a pas été systématique. La publication de la cartographie, quant à elle, des bureaux de vote, est intervenue avec un retard de 7 jours, donc d'une semaine. La décision numéro 117/CENI/AP/2023 du 28 octobre 2023 portant publication de la cartographie des bureaux de vote n'indique pas explicitement le nombre des centres et bureaux de vote à déployer, au point qu'il n'existe aucun soubassement juridique opposable à tous porteur du nombre des bureaux de vote. Par contre, la CENI restait ouverte et restait ouverte, ça nous le saluons, vis-à-vis de la MOE, au point que, donnant suite au communiqué,
numéro 008, Moé SCC Senco, octobre, 2023, du 30 octobre 2023, a rendu la cartographie des bureaux de vote téléchargeables et imprimables à partir de son site. L'article 52 de la même loi susmentionnée, donc la loi électorale, dispose que le vote pour le scrutin direct se tient le dimanche ou un jour férié. Il a lieu, donc ce scrutin, de 6h à 17h. Toutefois, renchérit la disposition, les préposés de la CENI remet les jetons aux électeurs présents et le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur muni du jeton. Il ressort de cette analyse juridique, de cette disposition légale, donc la disposition à laquelle nous faisons allusion, que la volonté du législateur congolais est de verrouiller le jour de la tenue des élections en déterminant qu'il s'agit soit d'un dimanche, soit d'un jour férié. Ce faisant, le 20 décembre 2023, étant un jour ouvrable, les gouvernements étaient obligés de les déclarer fériés. En outre, tout en laissant la CENI la liberté de fixer les jours et l'heure du vote, le législateur donne une indication claire et précise de la plage durant laquelle la CENI devait déterminer l'heure du début et de la fin du vote, soit entre 6h et 17h. Par ces communiqués, donc les communiqués de presse de la CENI, numéro 083 et 084, respectivement du 20 et du 21 décembre 2023, la CENI a annoncé la prolongation des opérations de vote et de dépouillement jusqu'au 21 décembre 2023. En sus, la CENI informe qu'aucun bureau de vote ne devrait ouvrir après cette date. Les communiqués sous-évoqués ont le mérite d'assurer l'inclusivité et l'égalité du vote. Cependant, ils soulèvent quelques préoccupations. En effet, ces communiqués modifient le calendrier électoral qui a prévu la tenue des scrutins le 20 décembre 2023. Il va sans dire qu'à leur place, la CENI aurait pu et dû prendre une décision modifiant la décision numéro 044-CENI-AP-22 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Sur les fonds, l'organisation de scrutin après le 20 décembre 2023 est en contradiction à l'analyse juridique de la MOE avec certaines dispositions pertinentes de l'article 52 de la loi électorale qui précise que le vote devrait avoir lieu un dimanche ou un jour férié. Ici, la journée du 21 décembre 2023 n'est ni un dimanche ni un férié. Il est urgent que les instances habilitées évaluent la légalité des opérations de vote qui se sont déroulées la journée du 21 décembre 2023. Par ailleurs, le vote s'est étalé
jusqu'au 27 décembre 2023, alors que le communiqué 084 si évoqué énonce clairement qu'aucun bureau de vote ne devrait ouvrir après le 21 décembre 2023. Il est donc question de savoir quel sort la CENI et d'autres instances habilitées réservent aux suffrages recueillis après le 21 décembre 2023. Administration électorale. La Constitution de la République démocratique du Congo confère à la Commission nationale, électorale nationale indépendante, donc CENI en sigle, le pouvoir de l'organisation du processus électoral en RDC, notamment d'enrôler les électeurs, de tenir les fichiers électoraux, de planifier et conclure les opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Elle assure ainsi la régularité du processus électoral et référendaire. Confère l'article 211 de la Constitution. Par sa décision numéro 044-CENI par AP-2022 du 20 novembre 2022, la CENI a publié le calendrier du processus électoral 2022-2027 concernant les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Ce calendrier prévoyait la tenue des scrutins combinés du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers municipaux, au jour du 20 décembre 2023. Ce calendrier a eu le mérite, et ça nous félicitons, de caler la tenue des élections générales dans le respect des délais des différents mandats des élus tels que déterminés par la Constitution. En outre, grâce à ce même calendrier, la CENI a fait progresser le nombre de scrutins de 5 à 9 avec l'organisation des élections des conseillers municipaux, donc communaux, des bourgmestres, des conseillers urbains et des maires. La MOE a constaté par ailleurs que la CENI n'a pas permis aux observateurs électoraux, aux témoins et aux journalistes d'examiner en toute indépendance les opérations de la cartographie des centres d'inscription et les déploiements du matériel électoral pour les jours du vote. En plus, le fait que l'organisation des scrutins soit étalée sur plus de 6 jours, à l'instar d'autres problèmes logistiques qui avaient été constatés lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, constitue une démonstration de faiblesse au niveau de la planification opérationnelle de la CENI. Hormis la formation des chefs des centres et des présidents formateurs qui a été organisée au niveau des antennes, celle des autres membres des bureaux de vote et de dépouillement, donc au niveau des antennes, on appelle les 1BVD en sigle, prévu du 14 au 18 décembre 2023, à travers les différents centres de vote, a été remplacé carrément par de simples briefings, et ceci jusqu'au jour du vote. Bien plus, il convient de reconnaître qu'en dépit de tout, la CENI est restée ouverte envers la MOE, SENCO et CC, au point qu'elle a facilité les accréditations de nos observateurs, et nous avons beaucoup remercié la CENI pour cette collaboration, nonobstant quelques difficultés observées au niveau des antennes, peut-être par incompréhension entre les chefs d'antenne, mais régulièrement, la centrale de la CENI intervenait pour faciliter les choses.
Ce sont des questions qui rentrent dans l'administration électorale. Puisque les faits observés ont été commentés, je voudrais vous épargner trop de détails techniques parce que cela venait d'être présenté. Je voudrais fraternellement inviter mon distingué collègue, Monseigneur Donatien Cholet, qui viendra nous livrer la conclusion de notre déclaration préliminaire. Salue les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais, ainsi que toutes les autres parties prenantes au processus électoral, pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Nous remercions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accréditations sollicitées pour cette observation. Après l'observation des différentes opérations électorales, la moyenne note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques en dépit des différents incidents observés dans le centre du bureau de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La meilleure Sonko OCC salue ici la bravoure de ses observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration. La MOE Sonko OCC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats de différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ce qui précède, la MOE Sonko OCC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI pour rassurer les différentes parties prenantes de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement.